Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. On avait, jusqu'à la précédente vidéo, réalisé tout l'aspect build de notre pipeline. Maintenant, on va s'intéresser à Ansible avec pour objectif de déployer tout ce qu'on a buildé sur nos serveurs. Alors pourquoi? Donc ce qu'on a fait lors des vidéos précédentes, on a utilisé notre Jenkins pour aller chercher les différents dépôts qui existent dans notre GitLab, les ramener vers Jenkins, builder notre jar sur Jenkins, builder notre Docker image sur Jenkins et la pousser vers la registry. Pour l'instant, on a établi donc une image Docker avec notre applicatif, une image qui est une OpenJDK à la source et sur laquelle on a été simplement rajouter un fichier jar à l'intérieur pour pouvoir le lancer par la suite. Donc ça, c'est une première chose. Nous, notre objectif maintenant, c'est d'utiliser notre Jenkins grâce à Ansible pour aller récupérer, donc lancer du Ansible sur chacune des machines, donc soit en dev, en prod, en stage, et y compris aussi la gestion de la base de données. Et on va aller récupérer l'image de la registry, l'installer sur chacun des serveurs et installer au niveau base de données ce qui est nécessaire. Donc pour commencer, on va faire une brève introduction à Ansible. Le but c'est que tout le monde, ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est que tout le monde ait la couche minimale pour pouvoir utiliser chacun des outils qu'il est nécessaire d'utiliser pour utiliser le pipeline. Après, si vous souhaitez aller plus loin, il y a une playlist dédiée à Ansible également, une playlist dédiée à Jenkins sur la chaîne YouTube. Donc il n'y a pas de souci pour retrouver des éléments pour aller plus loin. Donc le principe d'Ansible, donc Ansible c'est quoi? C'est du Python, ça déploie à distance via des commandes SSH, donc ça permet de lancer des commandes à distance tout simplement, et des commandes qui sont diverses et variées. Ça couvre un peu tous les cas de figure à l'heure actuelle. Il y a énormément donc de choses qu'on appelle des modules dans Ansible, c'est des sortes de fonctions à laquelle on passe des variables pour pouvoir faire des actions précises. Et on peut, quoi qu'il arrive, faire du shell, même dans le pire des cas, faire du shell à distance sans aucun problème. Ça permet de faire, donc on a deux cas de figure qui peuvent être utiles à Ansible. D'une part, soit on peut faire de l'infra as code, de l'installation de l'infrastructure as code, c'est-à-dire qu'on va avoir des serveurs totalement nus et on va les installer, les instancier. On peut le faire dans le cloud ou hors cloud pour pouvoir installer vraiment tous les éléments, les users, y compris les strates les plus basses. Sinon, on peut l'utiliser comme nous on va le faire là, dans un cas plutôt de déploiement d'applicatifs, donc c'est-à-dire qu'on a déjà des serveurs, nous on a déjà des machines, si vous revenez dans les précédentes vidéos, quand j'ai présenté l'infrastructure, on a des machines épurées qui ont simplement des biens d'installer, mais l'objectif, voilà, c'est d'installer toutes les couches qui vont avec, donc Docker, d'installer ce qu'il faut au niveau base de données et applicatif. Donc c'est ça qu'on va considérer comme un déploiement, donc à distance de cette manière-ci. Alors, quelques définitions importantes à avoir en tête pour utiliser Ansible. Première définition, ce qu'est un inventory. Un inventory, c'est une pièce essentielle dans Ansible. C'est là où sont répertoriés l'ensemble des serveurs. Donc, quand on a des infras très grandes, on peut aussi utiliser des regex pour, par rapport au nom des serveurs, s'y retrouver plus facilement et éviter d'avoir à saisir chaque serveur un par un. Ensuite, quand on a notre liste de serveurs, on va y effectuer des actions, ce qu'on appelle des tasks, des tâches en français, et donc on va réaliser ces actions une à une de manière itérative. Ensuite, Ansible dispose de modules. Un module, c'est quoi? C'est un ensemble de tâches qu'on va réaliser, plutôt c'est des fonctions qui sont appelées par des tâches. Donc en gros, une tâche va appeler un module pour réaliser quelque chose en particulier. Donc ça peut être du shell, ça peut être de l'APT, ça peut être du mount, etc., etc. Donc il y a beaucoup de modules dans Ansible. Vous avez une documentation d'ailleurs en ligne qui est très très bien faite au niveau d'Ansible et vous allez pouvoir retrouver très facilement tous les modules qu'il y a. Et chaque module est toujours très bien expliqué. Donc là, c'est la page des différents types de modules qui existent. Il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, on a quoi? On a les rôles. Donc les rôles, c'est quoi? C'est un regroupement de tasks, de tâches,
qui vise à déployer et à installer un bloc qui est dédié à une tâche, à une fonction, on va dire, à quelque chose de spécifique et de cohérent. Par exemple, si on veut installer un serveur Nginx, ben on va dire, voilà, on a un rôle qui s'occupe de Nginx, donc il va faire la ptget install, etc., etc., rajouter quelques éléments de configuration. La règle à retenir en matière de rôle, c'est qu'il vaut mieux être plutôt plus fin que pas assez. Donc en gros, quand vous vous posez des questions à savoir est-ce que je dois en faire 2 rôles plutôt que 1, l'idéal, la réponse est souvent fait plutôt 2 rôles. L'intérêt est en fait lié au fait que plus vous avez de rôles, plus généralement ils ont tendance à être génériques, et l'intérêt d'un rôle c'est de pouvoir le réutiliser dans d'autres cas de figure. Donc par exemple on va avoir un rôle qui va je sais pas, créer des répertoires ou créer des montages pour un serveur Nginx, mettons. Et bien à ce moment-là, si on a un rôle qui s'occupe juste de la partie montage, on va pouvoir peut-être le réutiliser pour faire du Postgres ou autre. Donc voilà, le but c'est d'avoir plutôt des petites briques, faire du Lego, avoir des petites pierres, les ajouter les une à une et d'en faire quelque chose assez puissant ensemble, sans avoir besoin du coup de réécrire les rôles et d'avoir des choses assez universelles pour pouvoir les maintenir un petit peu plus facilement. Alors ensuite, notre définition, un playbook. Playbook c'est quoi? C'est un fichier qui est donc tous les fichiers dans Ansible sont en format YAML, sauf l'inventory qui peut être en format INI. Moi je recommande plutôt le format YAML, qui permet d'avoir un peu une unicité en termes de type de fichier. Donc le playbook, lui, c'est un fichier au format YAML qui permet de faire la jonction entre d'un côté notre inventory, donc la liste des serveurs, et de l'autre côté les rôles et les tâches. Donc en gros un playbook qui va permettre de dire voilà, je joue tel rôle, telle tâche sur tel serveur. Ça c'est quelque chose d'assez facile à concevoir. Ensuite on a quoi? On a les groupes. Les groupes, c'est quoi? C'est des divisions d'inventaire. Donc on a notre inventory avec notre liste de serveurs, on va pouvoir segmenter cet inventory en regroupant les serveurs par entité cohérente, par catégorie au sein de l'inventory. Donc par exemple, si on veut installer une foultitude de serveurs Nginx, on peut peut-être avoir tendance à créer un groupe Nginx ou front, et puis à côté, on va avoir d'autres serveurs, bases de données, etc. etc. Et enfin, on a des variables, là, pas besoin de définir les choses. Alors l'inventory, ça c'est constitué de la liste des serveurs et de variables, en gros c'est l'ensemble. Ça peut être divisé en groupes, dont le groupe principal, vous voyez, c'est le groupe All ici. Et dans ce groupe All, derrière, j'ai des sous-groupes qui sont mentionnés dans le Children ici. Et là, par exemple, j'ai un sous-groupe Jenkins et un sous-groupe Registry. Dans ce sous-groupe Jenkins et Registry, j'enregistre des hosts, soit par l'IP, comme je l'ai fait ici, soit par le nom de domaine, puisque Ansible du coup va pouvoir bénéficier de la résolution DNS pour pouvoir jouer les choses. Ansible utilise le SSH, donc c'est le port 22 qui sera utilisé tout simplement. Là en l'occurrence, on peut aussi définir des variables dedans. Alors, on va faire une première petite démo. Donc moi, à côté ici, vous voyez que j'ai mon serveur Jenkins et mon serveur Registry. Pour s'amuser, on va les utiliser et vouloir déployer quelque chose dans le /tmp de chacun des serveurs. Donc qu'est-ce que j'ai? Donc moi je suis dans le dépôt, vous avez le lien dans la description. Je vais dans Ansible. Je fais un cat de inventory. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis dedans tout simplement, alors donc comme ceci, voilà. Donc ici j'ai mon groupe global all qui lui, quoi qu'il arrive, existe. Ansible va d'abord le parcourir. Et dedans, alors j'ai mis des variables, là pour l'instant on va pas les utiliser comme ceci, voilà. Et en dessous, donc j'ai mes fameux groupes. Donc là j'ai fait 2 groupes, mais j'aurais très bien pu ne pas en faire. Et tout regrouper dans le même groupe sous all directement en mentionnant les choses comme ceci. Donc si je faisais host 2 points et ici 192.168 xxx, et j'aurais pu rajouter des machines comme ceci. On est en format YAML, donc il faut finir par les 2 points. Donc ça c'est une chose. Donc là moi j'ai créé 2 groupes, un Jenkins et un Registry. Donc là j'enregistre. Derrière, qu'est-ce que je peux faire? Donc je peux commencer par faire, alors est-ce que j'ai mis ça quelque part? Voilà. Donc je peux commencer par utiliser le module ping. Donc on a parlé des modules tout à l'heure qui sont finalement des actions qu'on va réaliser. Donc si je fais un Ansible
Donc là, on va pas utiliser pour l'instant la commande line Ansible Playbook. Là, on utilise Ansible tout court, -i pour mentionner l'endroit où se situe mon inventory, mon inventory AML. J'indique que j'utilise le groupe all, -m ping. Et moi, comme j'utilise le user Vagrant, hein, on l'a déjà vu, il est utilisable sur ces machines, grâce au SSH, donc -k pour mentionner. Donc alors, hop, ça s'affiche pas bien. Forcément, ça s'affiche mal. Donc, voilà. Donc, on recommence. -m, voilà. Donc là, j'ai quoi? Je précise le user SSH que je vais utiliser. -k, c'est pour dire que je vais utiliser le password pour mon SSH. Donc là, mon password, c'est Vagrant. Et là, qu'est-ce qui se passe derrière? J'ai été pinguer tout simplement les deux serveurs. Donc là, j'ai pas fait d'action, j'ai simplement été voir si je peux faire du Ansible dessus. Et comme j'arrive à pinguer, ça veut dire que je peux faire du Ansible dessus. Ensuite, autre exemple, on va aller par exemple utiliser le module shell, qui permet tout simplement de passer des commandes shell, comme son nom l'indique. Et -a, et là on va jouer la commande hostname qui fonctionne au niveau de chacun des serveurs. Hostname qui fonctionne au niveau de chacun des serveurs. Donc là, si je lance, j'indique Vagrant, toujours mon password, et vous voyez que je récupère bien ici le hostname à chaque fois. Alors, maintenant on va faire de l'édition. On peut très bien utiliser le -a, et puis je vais aller faire un echo. Alors là, on fait bien attention aux double quotes. Et ici, je vais dire, par exemple, xavki, toc toc, comme ceci. Et puis, je vais aller éditer un fichier /tmp. Alors, vous inquiétez pas, là, c'est pour apprendre. Bien sûr, on va pas tout faire en ligne de commande. Qu'est-ce que j'ai loupé? Hop, echo, xavki. Alors... Pourquoi il me... Alors voilà, on va y arriver. Ici j'ai le simple quote, je copie tout dans /tmp, je fais un echo. Ouais, je suis bien là. Ok, Ansible-i, Vagrant, -k-m pour mon shell, -a. Event not found. Alors il y a les points d'exclamation qui lui plaisent pas en fait. Je suis assez étonné que ça ne passe pas avec les points d'exclamation, mais c'est pas grave, on va faire comme ceci. Donc il doit falloir échapper tout simplement les points d'exclamation. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a mentionné? Il nous a dit voilà, sur ce serveur-ci, j'ai réalisé une commande qui a fait un changement, donc l'édition de mon fichier, et la même chose sur ce serveur-ci. Donc là, si je fais à droite un cat 2/tmp xp, voilà, donc si je voulais faire les points d'exclamation, il suffisait simplement de les échapper, hein, bien sûr, il n'y a aucun souci. Donc là, vous voyez que ça fonctionne. Maintenant, on peut utiliser les variables. Donc pour utiliser les variables, c'est très simple. On va aller, dans un premier temps, on va faire un cas simple, on va aller éditer notre inventory, ici, et je vais dire, voilà, je définis une variable qui est utilisable, vous voyez, je la définis à un niveau assez haut. Donc on y reviendra peut-être hein, sur les variables. Un niveau assez haut, donc c'est-à-dire que tous les groupes bénéficient de cette variable-ci qui s'appelle nom. Si j'avais mis la variable à ce niveau-ci, dans le groupe Jenkins, elle serait utilisable que par le groupe Jenkins et pas par le groupe registré. Donc là, si j'enregistre, on va faire la même chose ici. Donc ma variable, elle contient quoi d'ailleurs? Je n'ai pas fait attention. Donc, ma variable, elle contient xavki. On va mettre, voilà, salut xavki, j'enregistre. Hop. Et ici, plutôt que de mettre xavki comme ceci, je vais tout simplement utiliser une variable. Donc là, c'est du format Jinja, classique, puisqu'on est en Python. Ma variable, son nom, c'est nom. Donc je la récupère comme ceci. Et là, il vient de faire le nécessaire. Donc si je vais ici faire un cat du fichier, j'ai bien un salut xavki. Donc ça, c'est nickel. Donc ça, c'était un premier exemple. Et donc derrière, on va pouvoir aussi spécifier sur quel
passer des éléments. Donc là on était sur le groupe all. Si je me mets sur le groupe, donc si je fais une modification de la variable, hop, voilà, on va mettre salut tout court, voilà. Si dans ma ligne de commande, plutôt que de passer sur all, je passe sur le groupe Jenkins, je tape toujours mon mot de passe. Et là, bien sûr, donc sur mon Jenkins, j'ai plus que salut. Par contre, sur l'autre à côté, si je fais un cat de /tmpxp, j'ai bien salut Xavki qui a été joué. Donc là, vous voyez qu'on peut jouer sur les groupes. L'avantage des groupes, c'est qu'on peut y englober plusieurs serveurs. Et du coup, si j'en avais plusieurs dans le groupe Jenkins, bah, chacun aurait reçu la même chose. Autre élément important, donc c'est les groupes et les hostvar. Donc les groupes et les hostvar, c'est quoi? C'est des répertoires. Donc si je me rends ici, des répertoires tout simplement qui sont créés dans notre répertoire, donc Ansible où on est situé. On a notre fichier inventory qui est ici. Et donc si je fais un ls de groupe vars, là j'ai été créé plusieurs fichiers YAML, et plutôt que de mettre la variable en fait, et c'est même bien préférable de le faire, plutôt que de mettre ma variable ici, alors on va aller la supprimer en même temps, plutôt que de mettre ma variable dans mon fichier d'inventory, je vais la supprimer, enregistrer, et ben ma variable, je vais aller l'éditer dans donc vim group vars, et là je peux la mettre dans all. Dans all, je vais pouvoir dire non, deux points, et là je vais mettre salut les visiteurs. Hop, j'enregistre. Si je rejoue mon inventory, voilà ici, que je récupère la variable non toujours, que je la joue sur toutes les machines. Hop, si je me replace ici, si je fais un cat de ça, je me retrouve avec salut les visiteurs partout. De la même manière, donc comme son nom l'indique, on utilise donc un répertoire qui se nomme groupe var. À l'intérieur de ce répertoire groupe var, je vais pouvoir faire aussi un fichier par groupe, donc en indiquant le nom du groupe dans le nom du fichier. Donc par exemple ici, si j'ai un groupe registry, vim groupe vars registry, ici je peux aller mettre un nom. Et ici, je vais mettre groupe vars registry, par exemple. J'exécute. Donc, je vais exécuter l'ensemble sur partout. Mais en fait, j'ai un système de hiérarchie qui existe. Vous allez voir. Donc, si je check qu'est-ce qui a été joué, donc le premier n'a pas bougé, lui, le Jenkins, puisque le groupe Jenkins n'a pas de groupe var. Par contre, le second, lui, a bien bougé, puisque j'ai un groupe var registry. Donc on a un système de hiérarchie, le all étant supérieur à un niveau au-dessus, mais s'impose moins de force que le niveau inférieur. Du coup, c'est le groupe registry, les variables du groupe registry qui s'imposent. Donc là, très important, ce système de hiérarchie ici. Et on a aussi un système de hiérarchie avec les hosts var. Donc on avait les groupes var, on a les hosts var, c'est-à-dire pour chacun des serveurs tels qu'ils sont mentionnés dans l'inventory, je peux créer un fichier. Donc moi c'est des IP, donc là j'ai créé des fichiers avec des noms d'IP, et je peux aller renseigner pour chaque serveur une variable qui va s'imposer. Donc si par exemple ici je fais vim host vars de 192.5.5, c'est-à-dire registry, celui qui a une variable dans le groupe var, si ici je mets non et que je mets host var registry, ouais, on va faire comme ça, et que je lance ma commande, donc là elle s'exécute, et si je fais un cat sur registry, qu'est-ce qui s'est imposé? Vous voyez ici le résultat, c'est bien la variable hostvar, puisqu'en fait plus on est fin dans le niveau groupe var hostvar, plus la variable va s'imposer aux autres. Donc là, une variable destinée à un serveur s'impose par rapport à une variable qui est définie à un ensemble de serveurs, ce qui est assez cohérent, assez logique. Alors à savoir quand même qu'il y a 22 niveaux de variables dans Ansible.
donc ce qui n'est pas forcément évident toujours à appréhender, mais on va dire qu'il y en a 7-8 à connaître, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, donc ça c'était la vidéo de découverte de notre de Ansible, d'introduction. On en refera encore quelques-unes pour pouvoir se faire la main, puis ensuite on va créer nos propres rôles, et puis on fera notre fameux déploiement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, n'oubliez pas le Tipeee, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.